Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet euh, qui doit donner quelques sueurs froides à pas mal de supporters sénégalais. Ah oui, on va parler de ce véritable casse-tête stratégique pour le sélectionneur Pape Thiaw. Exactement. À l'approche d'un match crucial, il y a un poste, un seul, celui de latéral gauche, qui est devenu une source d'incertitude. Majeur, oui. On s'appuie sur un article très fouillé de Sénépost, qui vient de Dakar, et qui expose très bien le problème. Notre mission, c'est un peu de décortiquer les options sur la table et de comprendre ce que chaque choix implique. Et c'est ça qui est fascinant, parce que ce genre de situation, c'est une fenêtre ouverte sur le cerveau d'un entraîneur, sur sa philosophie. L'article parle de casse-tête. Et le mot est parfait. Ce n'est pas juste un joueur qui manque, c'est un Rubik's Cube. Chaque mouvement pour résoudre une face en perturbe 5 autres. J'aime bien l'image, alors posons les pièces de ce Rubik's Cube. Le cœur du problème, c'est une double absence à ce poste. Une certaine et une potentielle, c'est ça. L'article est très précis. Le match, c'est Sénégal-Botswana, le 23 décembre. Et la première certitude, c'est l'absence d'Eladji Malik Diouf, le joueur de West Ham. Oui, suspendu. Voilà, cumul de cartons. C'est acté, il ne sera pas là. Et ce n'est pas anodin, ça. Une suspension, ce n'est pas un coup du sort comme une blessure. C'est une question de discipline. L'équipe est privée de son titulaire habituel, quoi. Et c'est là que ça se complique. C'est là que ça se complique, parce que ce qui transforme le problème en vrai casse-tête, c'est l'incertitude autour de son remplaçant naturel, Ismail Jacobs. le joueur de Galatasaray. Il est blessé et, d'après la source, il n'a pas encore repris la compétition. C'est la double peine. L'un est dehors à coup sûr, l'autre est peut-être dehors. C'est exactement ça. Si Jacobs était en forme, il n'y aurait même pas de discussion. Le remplaçant prend la place, fin de l'histoire. Classique. Mais là, le coach doit naviguer dans le brouillard. Il doit préparer un plan B, et peut-être même un plan C, c'est devoir construire un pont sans savoir si le pilier de l'autre côté sera là. Alors justement, allons voir ses plans. Face à ce vide, que peut faire Papetiar? L'article évoque une première option, la plus logique en apparence. Le remplacement, poste pour poste. Voilà. Le journaliste pose la question. Si Jacobs est forfait, est-ce que le coach va appeler un tout nouveau joueur? Un spécialiste qui n'est pas dans le groupe. C'est la solution la plus simple sur le papier. Un latéral gauche sort, un autre rentre. Propre. L'équilibre de l'équipe, en théorie, n'est pas touché. Mais il y a un mais. Il y a un énorme mais. Intégrer une nouvelle pièce juste avant un match important, surtout en sélection où le temps est compté, c'est toujours un pari. Attends, mais si c'est un spécialiste du poste, où est le risque? Il connaît le job, non? Ah, il connaît le job, bien sûr. Mais est-ce qu'il le connaît avec ses coéquipiers? Dans ce système, une défense, c'est une chorégraphie. Ça repose sur des automatismes, des choses invisibles. La communication, les placements. Exactement. À quel moment il sort sur l'ailier? Est-ce qu'il couvre bien son central? C'est des choses qui se travaillent pendant des semaines. Lancer un nouveau joueur comme ça, c'est prendre le risque qu'il ne danse pas au même rythme que les autres. Et de créer une faille. La petite erreur de synchro que l'adversaire attend. C'est un pari sur une alchimie immédiate. Et ça, c'est rare. D'accord, je comprends. C'est un pari sur l'humain. Donc, si on veut éviter ce pari, on regarde en interne. C'est la deuxième option de l'article, ce jeu de chaise musicale. Et c'est là que le Rubik's Cube se met à tourner. L'idée, c'est de faire glisser Crépin Diatta sur le côté gauche. Voilà. On ne prend pas une nouvelle pièce, on déplace celles qui sont déjà là. Et l'effet domino est immédiat. Parce que si Diatta passe à gauche, Mhm. on crée un trou à Voilà, droite. exactement. Et la source suggère que ce trou serait comblé par Ilay Camara. On déshabille Pierre pour habiller Paul, en gros. C'est une excellente image. L'avantage, c'est qu'on travaille avec des joueurs qui connaissent la maison, le coach, le système. Pas de temps d'adaptation, c'est un plus énorme. Mais le risque? Le risque est double. Et il est immense. Développe. Parce qu'utiliser un joueur aussi polyvalent que Diatta, ça paraît séduisant. Oui, mais pouvoir jouer et être le plus performant, c'est pas la même chose. Le premier risque, Diatta n'est pas le même joueur à gauche qu'à droite. Ah bon? À droite, il est dévastateur, il peut rentrer sur son pied gauche, son pied fort, pour frapper, pour combiner, il est imprévisible. À gauche, il se retrouve sur son mauvais pied pour repiquer, son jeu devient plus stéréotypé. On perd sa meilleure arme en fait. On la neutralise, oui. Et le deuxième risque, c'est Ilay Camara. Est-il prêt à être titularisé dans un match à enjeu? A-t-il le même volume, la même rigueur que Diatta? Donc en voulant boucher un trou, on risque d'en créer deux autres. Ou en tout cas de créer deux zones d'incertitude. Un Diatta moins influent et un flanc droit peut-être moins sécurisé. C'est un vrai dilemme sur l'équilibre général. L'harmonie collective avant tout. Toujours. On a donc le pari de l'inconnu et le pari du remaniement. Mais l'article avance une troisième voie. Et là, c'est l'option coup de poker.
Là, on ne parle plus d'ajustement, on parle de changer le système de jeu. Passer en 3-4-3. C'est une petite révolution tactique, on change l'ADN de l'équipe pour ce match, c'est très, très audacieux. Ça peut être un coup de génie ou un suicide. Et dans ce système, le joueur clé mentionné, c'est Ousseynou Niang. Il jouerait comme piston gauche. Voilà. Il n'est plus un latéral, mais un piston. Explique-nous juste la différence, c'est pas simplement un défenseur qui attaque plus. C'est bien plus complexe. Un latéral dans une défense à 4, sa mission première, c'est de défendre. Le piston, lui, c'est un hybride. C'est à la fois un ailier et un défenseur. Il doit tout faire en somme. Il doit avoir le coffre d'un marathonien, la rigueur d'un défenseur et la qualité technique d'un ailier. C'est un des postes les plus exigeants du foot moderne. S'il est bon, il crée un surnombre partout. S'il flanche, il laisse des boulevards dans son dos. C'est l'option du clair, quoi. Ça peut complètement surprendre l'adversaire. C'est le grand avantage, oui. L'effet de surprise. Mais le revers de la médaille est tout aussi grand. On ne s'improvise pas équipe de 3-4-3 en 5 minutes. Ça demande une préparation. Des répétitions, des automatismes entre les 3 défenseurs centraux. Est-ce que l'équipe a eu le temps de travailler ça? C'est le genre de pari qui peut faire de vous un génie si ça marche. Ou vous coûtez très très cher. Exactement. Donc pour résumer, Pape Thiaw a 3 chemins devant lui. 1. Un nouveau visage avec un risque d'intégration. Le rejet de greffe, 2. Le bricolage interne avec un risque sur l'équilibre général. le jeu de domino. Et 3. La révolution tactique, le grand saut dans l'inconnu. Et comme le dit l'article, la publication de la liste des 28 joueurs va nous donner un premier indice. Absolument. Cette liste, ce ne sera pas juste une suite de noms, ce sera une déclaration d'intention. Comment ça? Si Pape Thiaw appelle un latéral gauche de métier qui n'était pas là avant, on saura qu'il privilégie la sécurité, l'option 1. D'accord. Si, au contraire, il n'y a pas de nouveau spécialiste, la porte est grande ouverte aux options 2 et 3, le remaniement ou le changement de système. Sa décision en dira long sur sa psychologie, conservateur ou preneur de risques. C'est une excellente façon de voir les choses. Au fond, ce qu'on vient de décortiquer, c'est l'essence du métier de sélectionneur. Loin du jeu vidéo où on met les meilleurs partout, c'est ça. On est dans la gestion de l'humain, de l'imprévu. Ce casse-tête illustre parfaitement comment une ou deux absences forcent à tout repenser. Pas juste qui joue c'est U, mais comment on joue. Tout à fait. Et ça m'amène à une dernière réflexion, pour aller un peu plus loin que le match en lui-même. Je t'écoute. Au-delà du choix qui sera fait contre le Botswana, on peut se demander si cette crise ponctuelle ne révèle pas un besoin plus structurel. C'est-à-dire, Ce n'est pas juste de la malchance. peut-être, mais la malchance, ça se prépare. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de réfléchir à la construction de l'effectif sur le long terme? La solution n'est peut-être plus d'avoir un titulaire et une doubleur miroir à chaque poste. Mais alors, c'est quoi la solution? C'est peut-être de cultiver délibérément la polyvalence, de former des joueurs capables d'être performants à plusieurs postes, de maîtriser plusieurs schémas. Des couteaux suisses, en quelque sorte. C'est ça. Avoir plusieurs joueurs comme Diatta capables de dépanner ailleurs, ce n'est plus un bonus, c'est une nécessité au plus haut niveau. Cette crise, aussi stressante soit-elle, est peut-être une opportunité en or de rendre l'équipe plus adaptable, plus résiliente pour l'avenir. Parce que des blessures et des suspensions, il y en aura toujours. La vraie question, c'est est-ce qu'on les subit ou est-ce qu'on a bâti une équipe capable de les absorber sans trembler?